Bonjour Internet, me revoilà pour une nouvelle série de la bibliothèque digestive consacrée cette fois-ci à un dessinateur, un peintre, un conteur d'histoire qui a réussi l'exploit d'être à la fois une légende des comics Marvel, dont les œuvres sont reconnues par les fans de super-héros, et un artiste indépendant acclamé par les critiques et récompensé par une foultitude de prix amplement mérités pour l'ensemble de ses travaux. C'est le 15e épisode de la bibliothèque digestive et voici une exploration non exhaustive de l'œuvre de Barry Windsor Smith. Et exceptionnellement, je ne vais pas la faire dans l'ordre chronologique cette exploration puisque je vais commencer par une BD qui fut un choc esthétique pour l'ado boutonneux et le lecteur de Speed et Strange, Spécial Strange que j'étais à l'époque et qui fut également ma première rencontre avec ce dessinateur incroyable. Voici Les Clous Rouges. J'ai découvert cette BD à l'époque où je fouinais chez les bouquinistes pour compléter ma collection de Spécial Strange, probablement au milieu ou à la fin des années 80. Le dessin de couverture m'avait certainement interpellé par la pose du personnage très badass, le niveau de détail impressionnant, l'effet de transparence de l'eau sur les pieds et les différents objets. J'étais fasciné par ce degré de maîtrise sur un dessin de comics. Je crois que j'avais dû voir le film Conan le Barbare, sûrement en VHS, et je ne connaissais pas les romans de Robert E. Howard. Et en feuilletant le contenu, j'ai pris une seconde claque. Le style de Barry Windsor Smith dans cette histoire ne ressemblait à rien de ce que j'avais lu dans mes comics de super-héros. C'est sombre, sanglant, parfois troublant ou dérangeant et les personnages sont superbes, gracieux et dynamiques. Cette première scène avec la présentation de Valeria et Conan, leur relation tout en subtilité et leur affrontement contre le dragon dinosaure m'avait conquis d'emblée. Mais laissez-moi vous présenter l'artiste. Barry Windsor Smith est un dessinateur anglais né le 25 mai 1949 à Forest Gate dans la banlieue de Londres en Angleterre. Il commence sa carrière à la fin des années 60 en faisant des illustrations pour les magazines fantastiques et terrifiques, réimprimant les comics Marvel en Angleterre. Ces illustrations, appelées Powerhouse Pin-Ups, reprenaient les principaux super-héros de la Maison des Idées dans un style très inspiré de Jack Kirby. D'ailleurs, fan du travail du King Kirby, il envoie ses dessins directement au bureau de la Marvel à New York et reçoit un gentil petit mot de remerciement de la part de Stan Lee. Enfin non, son assistante. Et là, le bon Barry s'enflamme. Avez-vous envoyé votre travail à Marvel par courrier ou vous vous êtes pointé directement devant leur porte ? Les deux. J'ai d'abord envoyé mon travail et uniquement motivé par une gentille note renvoyée par Linda Fight, l'assistante de Stan, mon pote et moi étions sur le seuil de Marvel en un clin d'œil. C'était pendant l'été 1968. Bref, pour la faire courte, Stan Lee, impressionné par cet imitateur de Jack Kirby, lui confie son premier boulot, la couverture et les pages de X-Men numéro 53 de février 1969 qu'il signe sous le nom de Barry Smith. Mais je vais y revenir dans le prochain épisode. Il retourne en Angleterre et travaille régulièrement sur quelques numéros de Daredevil, Nick Fury Agent of Shield et réalise les numéros 66 et 67 des Avengers, scénarisés par Roy Thomas. Des épisodes qui voient la première apparition de l'adamantium, ce métal indestructible dans l'univers Marvel. Mais je vais y revenir dans un autre épisode. Roy Thomas, donc, grand fan du personnage de Robert E. Howard, pense à Barry pour réaliser les dessins de l'adaptation de Conan que Marvel s'apprête à sortir dans le courant de l'année 1970. En octobre de cette même année, le numéro 1 de Conan the Barbarian sort dans les kiosques avec Barry Smith au dessin, encore un peu rigide et toujours sous influence du grand Jack Kirby. Mais son talent s'affirme et se transforme tout au long du run de cette série. Il en dessine 21 épisodes sur les 24 premiers, d'octobre 1970 à mars 1973, et sur les autres comics aussi qu'il produit pour Marvel en même temps. Il peaufine son style qui va le rendre célèbre. Et c'est là que nous arrivons à cette adaptation des Clous Rouges en octobre 1973, au moment où son style parvient à maturité. Les Clous Rouges, ou Red Nails en anglais, est une adaptation de la nouvelle du même nom par Robert E. Howard. Il s'agit en fait de la dernière aventure de Conan le Barbare, puisque Howard se donne la mort en juin 1936, un mois avant la publication en feuilleton dans le magazine Weird Tales. N'ayant pas lu l'œuvre originelle de Howard, je vais passer brièvement sur cet auteur. Et je suis sûr qu'il y a d'autres sources plus pertinentes sur internet pour trouver de quoi satisfaire votre curiosité. L'histoire se déroule dans l'âge iborien, une période fictive de l'humanité dans laquelle nous suivons les aventures de Valeria, une guerrière, et de Conan le Barbare, qui devient à la fois un compagnon de route et un amant. Ils sont attaqués par un dragon dinosaure qui dévore leurs chevaux. Ils finissent par le tuer, non sans avoir failli être dévorés à leur tour. N'ayant plus de monture ni de nourriture et perdus au milieu d'une plaine déserte, ils se dirigent vers le seul élément de civilisation humaine dans ce territoire hostile, une citadelle entourée de murs immenses. Ils s'introduisent dans la citadelle et découvrent une ville déserte dont les murs sont taillés dans du jade.
En explorant les lieux, ils vont rencontrer le roi Olmec et prendre part à un conflit dont les enjeux ne sont pas aussi simples qu'ils paraissent à première vue. Trahison, sorcellerie, combats sanglants sont au programme. Et lorsqu'un membre du clan rival du roi Olmec est tué, il est représenté par un clou planté dans un des piliers de la citadelle, les fameux clous rouges du titre. Cette édition de Conan les Clous Rouges est un hors-série paru chez Haredi en 1983. Il s'agit d'une traduction du graphic novel Robert E. Howard's Conan the Barbarian, publié chez Marvel Comics en 1983, qui est lui-même une réédition en couleur de l'histoire parue en 2 parties dans le magazine Savage Tales numéro 2 et 3, sorti en 1973, toujours chez Marvel Comics, qui à l'origine a été publié en noir et blanc. Format comics, broché, 60 pages. Par contre, la typo utilisée à l'époque par Haredi est assez immonde, il faut bien l'avouer. Cette BD m'avait tellement marqué que je l'ai non seulement gardée depuis tout ce temps, mais j'en ai même acheté une autre version absolument incroyable que je vais vous présenter maintenant. Et voici la gigantesque, gargantuesque, abracadabantesque artiste édition de Conan Red Nails, publiée par Genesis West Publishing en 2013. C'est une impression luxueuse des planches originales dans leur format 1/1, un scan magnifique qui permet de voir les coups de crayon, les corrections, les annotations dans les marges des planches. Le papier est satiné, tout carré, relié, le tout dans un fourreau. C'est un superbe objet, très volumineux et très lourd, et qui est un must-have pour les fans de Barry Windsor Smith. Enfin, quand on n'a pas les moyens de se payer les planches originales. Cette histoire est marquante à 2 titres pour moi. Elle fut l'une des premières BD qui m'a ouvert à des thèmes plus matures, plus adultes, à des styles plus sophistiqués que les simples comics de super-héros. Mais c'est aussi le début du style tellement remarquable et iconique de Barry Windsor Smith, qui après avoir été un clone de Jack Kirby trouve enfin sa voix, mélangeant son amour pour les comics Marvel des années 60 et son goût pour les œuvres des grands maîtres de la Renaissance, de Léonard de Vinci à Raphaël. Mais j'aborderai ces influences dans un prochain épisode. Pour la note, je donnerai à l'édition Haredi un petit 6/10 seulement, car la typo est vraiment moche. Et pour cette artiste édition, je donne un 8/10, c'est tout simplement magnifique. Ce qui fait une moyenne de 7/10. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter cette vidéo et mettre un pouce en l'air ou en bas pour m'encourager, si vous aimez mon travail, parce que ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine. Abonnez-vous surtout pour ne pas louper le prochain épisode. À bientôt. Ciao Internet.